Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Art pour Riel, Annabelle Guiraud est de retour parmi nous. Salut Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, Noël approche et en manque d'idées cadeaux, restez à l'écoute de mon micro, on a des idées à vous proposer. À tout de suite. Bonjour à Valérie, qui écrit le nom de ce soir. Eh bien, j'ai plusieurs noms à vous proposer. D'abord, je vous emmène au cinéma avec Sergent-Major Esmeyer. Et ensuite, je vous invite à une magnifique expo photo du photographe Nikita Herfen au centre LGBT. Le sport autrement, au-delà du score, c'est avec Samuel Mesberg. Bonsoir. Oui, Samuel. bonsoir. Aujourd'hui, je vais aller au-delà du score de la victoire qui peut paraître anodine de la tenniswoman Aravan Redzai, 36 ans, et de retour sur le circuit face à la 450e joueuse mondiale. Ça va être passionnant tout à l'heure avec toi aux manettes. Bonjour à Nathan Hilero et Anatole Macha. Les sons de la fierté, c'est avec vous. Quelle est votre sélection ce soir? Bonsoir Anatole. Eh bien ce soir, ça ne sera pas une chronique électrochoc, mais plutôt une musique de bedroom pop. Et donc ça va être Kev Town ce soir. Nathan. Moi, je vais vous présenter un artiste qui est quand même un peu connu dans le monde du jazz. Il s'agit de Ben Wendell. Je vous en dis plus tout à l'heure par rapport à lui. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de marque, Océan, un scénariste, acteur et réalisateur engagé. Il est connu pour son combat militant en faveur de la cause féministe et transgenre. Bienvenue Océan. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci aussi à Samuel, c'est grâce à Samuel qui a fait tout pour que tu sois parmi nous ce soir. Alors avant de te céder la parole Océan, dans Livrez-vous, Samuel Mesberg va retracer ton parcours et dresser ton portrait. Alors Océan, on m'a confié la difficile tâche de faire une petite description de ton parcours alors qu'il est très très riche en expérience. Alors je vais commencer par une définition en un mot. Bon allez, plutôt 5 mots. Artiste avec un grand A, chanteur, acteur, humoriste, réalisateur, chroniqueur et présentateur de radio, ainsi qu'auteur, tu as visité tous les arts. Et si, la chronique radio est un art. J'en suis la preuve. Tu as fait ton parcours sous plusieurs noms. Tu as commencé avec Ocean pour la musique. Tu as sorti 3 albums. Océane Rosemary pour, entre autres, ton spectacle humoristique La Lesbienne Invisible, mise en scène par l'incroyable Muriel Magellan. Et désormais, Océan, tu as co-réalisé, co-écrit et joué dans le film Embrasse-moi, puis réalisé la série documentaire Océan qui raconte, pour faire vite, ta transition et ce qui en a suivi, mais aussi les expériences de gens extraordinaires au sens littéral du terme. Enfin, tu as également écrit à partir de 2012 des ouvrages comme Ma cuisine lesbienne, ainsi que Le guide pratique du mariage homo, puis ton premier texte littéraire sorti il y a 2 mois maintenant, publié par Julliard sous la direction de Vanessa Springora, Dans la cage, une autobiographie socio-pornographique. Bravo. Parcours sans faute. Très bien. Merci Océan. Alors dans Livrez-vous, donc tu as 1 minute pour nous faire découvrir ton ouvrage et nous convaincre pour donner l'occasion aux auditrices et auditeurs de se procurer ton livre. Est-ce qu'il y a un timer? Est-ce qu'il y a un bip que j'entends pendant la minute? Non, mais je suis sûr que tu as des repères et tout de suite tu vas te retrouver. Dans la cage, donc c'est en effet mon premier livre et j'avais envie de réfléchir à la question des fantasmes sexuels et notamment, en particulier à l'érotisation des violences patriarcales. C'est-à-dire comment on peut avoir des fantasmes violents alors même qu'on a une sexualité safe, qu'on mène des combats féministes, qu'on passe notre journée à parler de consentement, de soins, d'attention à l'autre et finalement en rentrant chez soi, parfois, pas tout le monde bien sûr, mais on peut avoir envie d'imaginer des choses plus violentes ou de regarder du porno alors même qu'on est absolument contre les conditions de fabrication de ces images. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi j'étais concerné par ce sujet, mais que j'étais pas le seul, qu'on était un certain nombre. Et donc j'ai écrit ce livre comme une espèce d'enquête, comme une enquête policière pour essayer de comprendre pourquoi on avait besoin d'érotiser ces violences. Alors ce livre explore de manière unique et audacieuse des aspects souvent tabous de notre société. Dans la cage, tu explores tes propres fantasmes et contradictions. Peux-tu nous parler de ta démarche dans cette analyse introspective, Océan ? Oui, en fait, au départ, c'est parti il y a très longtemps d'une question qui était: est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les fantasmes de femmes et les fantasmes d'hommes ? Et c'est quelque chose qui me semblait déjà à l'époque
un peu faux quand je voyais genre des articles, des choses sur les fantasmes de femmes, qui auraient des fantasmes de douceur, etc. Je suis pas sûr que, en fait, ce soit vraiment au niveau des fantasmes qu'il y ait une différence. Peut-être dans les pratiques sexuelles, il y a peut-être sans doute, sans aucun doute, une différence parce que tout simplement, les femmes globalement en ont marre d'être maltraitées et en ont marre de la domination et des violences patriarcales. Mais par contre, au niveau de l'imaginaire, il me semblait bien qu'il n'y avait peut-être pas tant de différence que ça, même si évidemment on ne peut jamais généraliser. Tous les goûts et les imaginaires sont dans la nature et c'est pour ça que dans ce livre, je parle à la première personne parce que je voulais pas inclure des gens dans mes théories malgré eux et qu'en effet je pense qu'à partir de ce tronc commun entre guillemets de l'exposition aux violences patriarcales qu'on a tous plus ou moins subies, on a des réactions et des façons de se soigner entre guillemets différentes et parfois il y a des gens qui rejettent complètement la pornographie notamment qui détestent ça. Bon, donc je pouvais pas généraliser, c'est pour ça que j'en ai fait une autobiographie comme je dis parce qu'il me semblait plus juste de partir de moi tout en sachant bien que ça résonnerait sans doute pour pas mal de gens. En tant qu'artiste et militant féministe et LGBTQI+, comment concilies-tu ton engagement pour l'égalité avec tes fantasmes de domination? Tu peux nous dire? Justement, ce que je trouvais important, c'était de mettre ce sujet sur la table, puisque finalement, quand au cours de cette enquête, ce que je découvre, c'est que en fait, cette érotisation des violences, elle est en fait une réponse presque au trauma, une réponse aux violences, à cette angoisse en tout cas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi par des discussions que j'ai eues avec plein de gens ou avec mes partenaires sexuels, qu'en fait, qu'on ait vécu frontalement ou pas ces violences, en réalité, on a toujours la sensation de cette menace. Cette menace, elle pèse sur nous et elle pèse sur nous dès l'enfance. C'est-à-dire que je pense que les enfants, globalement, sentent le fait qu'ils sont parfois sexualisés. Et je dis « ils » au pluriel, enfin, en incluant les garçons et les filles, parce que comme on peut le voir dans les chiffres, l'inceste concerne autant les garçons que les filles jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est ensuite que les filles sont plus ciblées. Et donc, je pense que de toute façon, cette culture du viol, cette culture de l'inceste dans laquelle on baigne tous, on la ressent. Et donc, c'est forcément quelque chose d'angoissant, c'est quelque chose qui nous pèse. Et finalement, rejouer soit dans son imaginaire, soit dans des jeux dans le BDSM, avec un cadre évidemment de consentement très, très clair, ou en s'exposant à des images pornographiques, est une façon de surmonter cette angoisse. Et au départ, c'était pas évident d'écrire le livre, justement parce que chez les masculinistes, chez nos opposants politiques, et les gens qui nous harcèlent, nous les féministes, il y a souvent cette idée de dire « oui, mais regardez, vous avez par exemple des fantasmes de viol, donc c'est bien qu'au fond, vous aimez ça ». Et donc, je me disais, est-ce que je vais pouvoir écrire ce livre et déjouer en fait ce mensonge, parce qu'évidemment que non, personne n'a envie de se faire violer, mais en revanche je crois qu'au contraire il faut pouvoir parler de ces fantasmes et de cet imaginaire là en disant justement que ce n'est qu'une réponse entre guillemets traumatique ou une réponse à l'angoisse et que justement nous avons déjà le fardeau d'avoir vécu ces violences, d'y avoir été exposés, mais en plus on a cette double peine de en plus être excité après coup par ces images là ou par cet imaginaire là. Et donc au contraire, il me semble important de mettre ce sujet sur la table, d'ouvrir cette conversation, mais justement en expliquant que ces fantasmes-là, les fantasmes dont je parle, ce ne sont pas des fantasmes qui ont vocation à être réalisés. C'est-à-dire que je pense que, comme par hasard, dans la langue française, tout d'un coup, alors qu'on on a une langue extrêmement riche et fleurie, et bien pourtant, quand il s'agit des fantasmes, on manque de mots. C'est-à-dire que, pour moi, il devrait y avoir plusieurs mots pour parler des fantasmes. Un mot pour désigner les fantasmes qui sont en fait un désir refoulé, dont je parle aussi dans le livre, quand je découvre que je suis lesbienne à l'époque et que j'ai peur de passer à l'acte. Alors à ce moment-là, je n'ai que des fantasmes qui sont dans un continuum très clair avec mon désir et qui se réaliseront et qui ont vocation et qui doivent se réaliser. Et ensuite, une fois que je vis ma sexualité telle que je dois la vivre, il y a ces autres fantasmes qui surgissent et qui pour moi sont de l'ordre de la réparation, presque de la thérapie, mais sans que je le sache, sans que je puisse le conscientiser à l'époque. Et donc en fait, il faudrait qu'il y ait deux mots différents, un pour désigner les fantasmes qui ont vocation à être réalisés et qui sont en fait des désirs soit qu'on n'ose pas passer à l'acte parce qu'on a peur d'être jugé socialement ou qu'on a peur ou voilà, et les fantasmes qui sont là pour répondre à cette angoisse et qui n'ont aucune vocation à être réalisés. Dans ta quête du fantasme parfait, tu explores la pornographie grand public, ton imaginaire personnel. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les résultats de cette exploration et sur ce que représente ce fantasme parfait pour toi ?
En fait, c'est en lisant King Kong Theory, comme je le raconte dans le livre, en citant un extrait assez long de Despentes, que je me dis que finalement c'est un sujet sérieux. Parce que jusque-là, bon, comme je suis très vieux, il n'y avait pas Internet comme maintenant, on peut voir un porno en 2 secondes, juste en cliquant, voilà. À l'époque, du coup, j'avais parfois, je m'exposais aux films porno quand j'étais chez des gens qui avaient Canal+, à l'époque, c'était ça, fallait aller avoir l'abonnement Canal+, ou être dans un hôtel où il y avait le câble, des trucs comme ça, donc c'était des événements assez rare. Et déjà, avant de faire la lecture de King Kong Theory, j'avais une espèce de protection comme ça. Je pense que tout le monde a de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est nul ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il joue mal ! Oh là là, mais vraiment, mais alors, ce film, c'est moche, hein, c'est affreux. Hein. » Et puis alors vraiment, en fait, c'est qu'ils ont en fait un espèce de système de défense pour en fait supporter que, en fait, on est quand même excité, et bien qu'on trouve que tout est nul et pourri, on contrôle pas son excitation. Et donc, quand je lis King Kong Theory, où Virginie Despentes parle de ça, du fait que on peut dire ce qu'on veut de la pornographie et on peut émettre tous les jugements et le traiter ces films avec autant de mépris qu'on veut, pour autant parfois on est quand même dépassé par le fait qu'on bande et que ça, malgré tout, c'est quand même assez fou, quoi. C'est-à-dire justement, alors même qu'on déteste tout, pourquoi on est excité? Et finalement, elle, ce qu'elle dit, c'est que se confronter à ces images, c'est peut-être qu'elles vont nous raconter, en se confrontant à ces images, on va être confronté à quelque chose de nous qu'on ne veut pas voir. Et à partir de là, je me suis dit, moi j'ai envie de savoir, entre guillemets, qui je suis à cet endroit-là. Donc ce n'est pas tout ce que je suis, c'est qu'une partie de moi, mais j'ai envie de comprendre en fait ce qui m'excite et peut-être essayer d'analyser par la suite pourquoi. Et à partir de là, en effet, je regarde la pornographie, on est à un moment où justement les images sont très facilement accessibles et je me rends compte que finalement, les choses qui m'excitent sont les mêmes violences qui régissent la société, c'est-à-dire des violences de la domination masculine, le racisme, en fait mon imaginaire sexuel est complètement formaté. Et donc je me dis c'est complètement incroyable que cet endroit qui est a priori le plus intime, c'est vraiment ce que tu imagines quand tu te masturbes ou quand tu fais du sexe, t'es pas obligé de rendre des comptes. Autant la sexualité, on peut être extrêmement formaté, on peut avoir été conditionné à baiser comme ci, comme ça, parce qu'on nous a appris que, mais ce que tu penses, c'est vraiment extrêmement intime a priori et personnel. Et pourtant, je fais le constat qu'en réalité, cet imaginaire-là est totalement traversé par le patriarcat, le capitalisme, enfin voilà, tous les endroits de domination en réalité. Et donc, je suis étonné parce que je pensais que c'était un endroit de liberté, je me rends compte que pas du tout. Et je me dis que, et c'est là que je me mets à comprendre qu'en réalité, oui, en fait, regarder ces images, c'est en supporter leur violence dans la vie concrète. Et il y a une autre chose pour répondre à ta question qui se passe à ce moment-là, c'est que je me rends compte ce que j'appelle dans le livre, je prends conscience de ce que j'appelle dans le livre la poésie du porno, qui est un peu un terme original, on pourrait se dire, parce que c'est pas a priori l'endroit de la poésie. Mais en fait, je me rends compte que dans des micro-détails, c'est-à-dire qui sont a priori, qui sont au-delà de juste voir des organes génitaux et un acte sexuel, c'est des choses qui échappent aux acteurs, qui semblent en tout cas échapper aux acteurs. Un gémissement, une façon de regarder, un regard où on sent une excitation sincère. Et je me dis, mais c'est bizarre ce truc de poésie du porno, de ces micro-détails qui me font, moi, vriller, qui m'excitent finalement presque plus que tout le reste. Et un jour, je tombe sur le rapport Pornhub qui, tous les ans, fait une liste des moteurs de recherche les plus cliqués, les plus demandés. Et des mots-clés, les plus recherchés. Et je vois que le mot reality, donc réalité, a augmenté de 75%. Et je me dis, putain, c'est dingue. Faut quand même, autant taper anal ou milf, bon, on voit à peu près, tu vois, c'est assez cohérent, tu sais ce que tu cherches. Ouais. Mais reality, même ça, c'est déjà presque méta. Tu vois, c'est du méta-porno. Faut avoir l'idée. Alors bon, bien sûr, après, on peut dire porno amateur, etc., qui est peut-être plus... Et en fait, je me dis, ah oui, en fait, les gens cherchent le surgissement du réel. Et finalement, moi aussi, quand je parle de ces détails, c'est en fait le surgissement du réel qui m'intéresse. Et à partir de là, je me rends compte que je suis sur une pente vraiment glissante, puisque vraiment, ma morale vient vraiment se confronter à mon excitation, c'est-à-dire que je supporte pas de voir ces images d'un point de vue moral et d'un point de vue éthique, et donc je me retrouve toujours dans ce truc où tu es presque, tu vois, en chiale après avoir regardé un film, limite, parce que finalement ça te dégoûte de la manière dont ces images sont fabriquées, et en même temps c'est que c'est là qui t'excite, et donc à un moment je me dis je vais arrêter de regarder du porno, parce que ça me met pas bien, vraiment ça me met pas bien, et c'est pas ok d'un point de vue éthique pour moi. Et je me rends compte que ce réel est
est en fait ce qu'il y a de plus puissant. Et donc, je me mets à convoquer des souvenirs, notamment des souvenirs de situations que j'ai vécues quand j'étais adolescente à l'époque, de ce qu'on peut appeler de grooming, c'est-à-dire de manipulation psychologique d'hommes adultes sur moi, qui me faisaient croire qu'on vivait une grande histoire d'amour, dont un qui me coinçait dans un box parce que je montais à cheval, et en fait, où j'avais aucune agentivité, aucun libre arbitre, et moi, étant conditionné à chercher l'attention des hommes adultes, je cherchais évidemment à être, entre guillemets, la chouchoute, et lui profitait de cette quête-là d'amour pour commettre un abus. Et finalement, je me rends compte que de rejouer dans ma tête cette scène, mais cette fois en étant moi le metteur en scène, être moi celui qui décide de comment les choses vont se passer, en réinventant l'histoire quelque part, tout en me connectant à des souvenirs concrets, je me rends compte que ça agit extrêmement fortement sur moi, et que donc c'est le fantasme parfait. Même si il est étrange, puisque c'est très étrange de convoquer un souvenir qui n'est pas un souvenir agréable. Et c'est là que je peux émettre l'hypothèse que en réalité, ce fantasme a pour fonction de soigner ce trauma que j'ai peut-être sous-estimé à l'époque. Ton livre aborde également l'impact de l'apprentissage et de la sexualité et de la domination, y compris à travers la pornographie, sur tes fantasmes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces influences ont façonné ton imaginaire érotique ? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, je vais me répéter, c'est-à-dire que, en effet, le fait d'être confronté à ces violences nous oblige à trouver des solutions. C'est-à-dire que qu'on les rejoue ou qu'on les déjoue, finalement, on est, j'ai l'impression, perpétuellement dans une réponse à cette organisation sociale. Et c'est bien dommage, parce que c'est vrai qu'on aimerait avoir la possibilité en tout cas, d'avoir des pratiques qui s'éloignent de cette domination. Mais je pense vraiment, parfois on me demande dans les rencontres, mais alors, il y a plein de gens qui sont angoissés, qui disent, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour rééduquer son imaginaire, etc. Et moi, j'ai tendance à dire, après ce n'est que mon opinion, que c'est peut-être pas nécessaire forcément de vouloir à tout prix rééduquer cet imaginaire. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des liens qui sont hors de la domination, des liens, que ce soit des liens d'amour, des liens sexuels, des liens d'amitié, des liens de travail. Oui. On est tellement dans une société violente que déjà essayer de construire notre vie en ayant des relations le moins dans la domination possible et le moins dans l'écrasement possible, c'est pour moi déjà une très grande ambition. Et l'imaginaire, pourquoi pas finalement pourquoi ce serait pas le lieu où les violences peuvent s'exprimer, puisque finalement elles ne blessent à cet endroit-là personne, et que peut-être encore une fois elles ont cette fonction comme la catharsis quand on va au théâtre ou quand on regarde des jeux ou le sport. Enfin, tu vois, c'est tout d'un coup cette violence doit bien exister quelque part, et donc pourquoi pas à cet endroit-là. Comment ton expérience en tant qu'homme trans a-t-elle influencé ton rapport à la sexualité et à tes fantasmes, Océan? Pour moi, c'est ce que je dis dans le livre, ça n'a absolument rien changé. C'est-à-dire que c'est pas ma transition qui a modifié mon imaginaire sexuel, contrairement à d'autres personnes trans avec qui j'ai pu échanger, qui ont vraiment changé d'imaginaire. Peut-être que la seule chose que ça a modifié, c'est ça a peut-être renforcé l'angoisse de devenir moi-même un potentiel agresseur. C'est-à-dire que je parle aussi de ça dans le livre, du fait que quand tu as vécu des violences, tu peux développer ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, avoir des pensées intrusives, c'est-à-dire la peur de toi-même devenir un agresseur. Et je pense que là aussi, c'est une façon de traiter le trauma, c'est-à-dire plutôt de se dire oh là là, ce truc était vraiment trop dur à vivre et tout. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que j'ai pas de problème pour en parler et raconter cette histoire, parce que ça ne convoque pas de souffrance émotionnelle pour moi d'en parler, parce que je me suis coupé de toute émotion, en tout cas par rapport à ces souvenirs. Néanmoins, j'ai pu remarquer que j'ai eu peur, moi-même après, une fois quand j'ai gardé des enfants, quand j'étais en présence d'enfants, d'avoir du désir, d'être pédophile, de me dire que... Et finalement, j'ai pu constater que ce n'était pas le cas, que ça n'avait aucune réalité. Mais en discutant plus tard avec un ami thérapeute qui a beaucoup de patientes qui ont eux-mêmes été soit incestées, soit qui ont vécu des violences pédocriminelles, il m'a dit, mais tu sais, tous mes patientes ont ces phobies d'impulsion. Et d'ailleurs, maintenant, on en parle un petit peu plus sur un autre sujet qui est la maternité, que des jeunes mamans, enfin des mamans qui ont un enfant petit et qui ont peur de le tuer, peur d'avoir envie de le mettre dans le congélo, en sachant qu'il y en a qui le font. Donc, tu vois, on peut toujours se dire... Et moi, c'est pareil, c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a un moment, quand on voit les chiffres de l'inceste, quand on voit
que ça concerne un enfant sur 5, les violences pédocriminelles, comment ne pas se demander si nous ne sommes pas nous-mêmes un potentiel agresseur. Et je trouve ça plus intéressant de se poser la question que de faire comme si ça n'existait pas. Finalement, j'ai pu comprendre aussi que, là encore, on pourrait parler de fantasmes négatifs, il faudrait encore un autre mot, parce que c'est pas des fantasmes excitants, c'est des fantasmes terrifiants, mais en réalité, il faut absolument en parler, parce qu'en fait, ça concerne énormément de gens qui ont vécu des violences et qui là encore, subissent une double peine, à savoir de nourrir ces angoisses terribles avec des enfants, alors que il n'en est rien. Alors qu'en fait, en général, enfin, de manière même tout à fait prouvée, les gens qui ont ces angoisses-là et qui vont chez le psy ne sont pas les gens qui passent à l'acte. Ceux qui passent à l'acte passent leur BAFA. Dernière question, Océan. Finalement, comment envisages-tu la distinction entre fantasme et désir? Et quelle est ta compréhension personnelle de cette distinction? Et comment cela se reflète-t-il dans ton livre? Bah, je trouve que c'est bien de... Alors, je suis donc le premier à dire qu'il faut absolument distinguer le désir et les fantasmes. Néanmoins, je reste très lucide par rapport au fait que c'est pas forcément quelque chose de facile à déterminer et qu'on ne peut que le faire soi-même. Et par ailleurs, les fantasmes évoluant, la société, la sexualité, pardon, évoluant au cours de notre vie, on n'a pas les mêmes fantasmes ni les mêmes désirs à 20 ans ou à 40 ans. Il y a des choses que peut-être il faut mieux pas faire à 20 ans, mais qu'on aura envie de faire à 40, par exemple. Cette frontière est mouvante. Alors après, en effet, moi, par exemple, un moment, quand j'ai trouvé ce fantasme ultime avec voilà, le souvenir de cet homme qui me coursait dans ses box, je me suis dit, mais ça m'excite tellement, il faut que j'aille le voir, il faut que je baise avec lui, enfin, qu'on en finisse, quoi, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, je me dis, non, en fait, pas du tout, ça va pas du tout marcher, ça va pas être une bonne idée. Et sans doute, si je l'avais devant moi, j'aurais plus envie de lui péter la gueule que de baiser avec lui. Et donc, on peut être troublé par la puissance de ces fantasmes, et donc, il dépend de nous de déterminer où est la limite. Bon, je pense qu'après, une fois qu'on se pose la question, assez rapidement, on arrive à identifier ce qui est de l'ordre du fantasme catégorie 1, c'est-à-dire qui mérite d'être réalisé, et de catégorie 2, celui qui n'est là que pour supporter la violence. Merci Océan. Alors, tour de table, peut-être que vous pouvez me dire quels sont vos fantasmes autour de moi. Non. Non. Merci Océan. Alors, Dans la cage, c'est édité chez Julliard. Très bien. Dans la collection Photos de troupe de Vanessa Springora. Merci. D'autres livres en perspective? Oui, tout à fait, mais plus de la fiction maintenant. Ouais. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci Océan. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Le premier son de la fierté, Nathan. Tout à fait, tout à fait. Pour le premier son de la fierté, je vais vous parler d'un très très bon jazzman qui s'appelle Ben Wendell. Au cœur de la scène jazz contemporaine émerge un artiste dont la créativité sans borne et la virtuosité musicale captivent les auditeurs du monde entier, Ben Wendell. Saxophoniste, compositeur et chef d'orchestre, Wendell n'est pas seulement un musicien exceptionnel, mais un véritable innovateur qui repousse les frontières du jazz moderne. Ben Wendell est né en 1976 à Vancouver, dans une famille où la musique occupait une place prépondérante. Initié au saxophone dès son plus jeune âge, il a rapidement embrassé une formation classique avant de se tourner vers le jazz. Sa passion pour l'improvisation et l'exploration musicale a jeté les bases de sa carrière artistique. Wendell a ébloui le monde du jazz avec son projet ambitieux intitulé The Seasons, une série de 12 compositions inspirées par un mois de l'année. Cet album est une exploration poétique et émotionnelle qui transcende les frontières du jazz conventionnel. Son album The Breath of the Ghost, sorti en 2020, représente un autre chapitre captivant de sa carrière, avec des morceaux qui fusionnent habilement le jazz avec des éléments de musique classique, contemporaine et d'électronique. Cet opus dévoile une vision artistique audacieuse et novatrice. Ben Wendell est également reconnu pour sa polyvalence en tant que collaborateur. Il a partagé la scène et le studio avec une multitude d'artistes de renom, allant de Taylor Egisty à Ambrose Akin-Musire. Il est également un pionnier dans l'utilisation de la technologie pour repousser les limites de la création musicale. Sa série YouTube, intitulée The Seasons, où il interprète chaque composition de l'album éponyme tout en explorant des techniques innovantes telles que l'utilisation d'une boucle en direct, est un exemple de sa créativité débordante. Par ailleurs, Ben Wendell a sorti un EP cette année intitulé All One, contenant de très grandes collaborations et de nombreuses collaborations avec des grands noms du jazz. Cécile McLaurin-Salvant, Terence Blanchard, Bill Frisell, Tigran Amsayan et José James, rien que ça. D'ailleurs, si vous ne suivez pas l'artiste, vous avez probablement manqué son concert au Bimhuis, la grande salle de concert de jazz aux Pays-Bas, et c'était gratuit à regarder sur Quest TV et sur la chaîne YouTube de Bimhuis. Ainsi,
En réinventant le jazz contemporain, Ben Wendell incarne un nouveau type de visionnaire musical. Sa capacité à mélanger des genres, à explorer de nouvelles textures sonores et à élargir les horizons du jazz montre l'évolution constante et stimulante de ce genre musical. Ben Wendell n'est pas simplement un saxophoniste exceptionnel. Il est un architecte sonore qui sculpte le paysage un architecte sonore qui sculpte le paysage musical contemporain avec une audace inégalée. Sa passion pour l'expérimentation et son désir de repousser les frontières du jazz font de lui une figure incontournable de la scène musicale moderne. En suivant son parcours, on est invité à découvrir un jazz qui évolue, se réinvente et inspire à chaque note. Sans plus tarder, nous allons écouter un morceau issu de son album High Heart qui s'intitule Traveler. Au micro, le cercle des chroniqueurs. Et c'est le moment de retrouver Annabelle Guiraud, Art pour Riel. Noël approche, tic-tac, tic-tac, et là au même moment vous ressentez une décharge d'adrénaline. J'ai pas encore fait de cadeau, je sais pas ce que je vais offrir. Pas de stress, restez avec nous, on va trouver une solution. J'ai des idées cadeaux à vous proposer. On va commencer par un spectacle qui se joue à l'Alhambra et c'est Holidays Musical. Holidays, comme la célèbre chanson de Madonna ? Oui Brahim, si tu es fan de Madonna, alors la comédie musicale Holidays est faite pour toi. Je fais le speech. Pour fêter un événement exceptionnel, 4 amis d'enfance se retrouvent dans la chambre d'ado de l'une d'entre elles. Une chambre hyper girly, plein de références de la Queen. C'est simple, cette pièce s'appelle la Mad Room. Ici, rien n'a bougé depuis leurs 10 ans. Mais qui sont ces 4 filles devenues femmes de 30 ans ? Il y a Louise, installée à Malibu, Nicole, devenue une globe-trotteuse instagrammeuse, Véronica, scandaleuse créatrice de mode new-yorkaise, et Suzanne, qui elle
exerce plusieurs métiers pour survivre. Pendant 1h30 de spectacle, cette chambre va reprendre du service et vibrer au son de la reine de la pop, Material Girl, Vogue, Like Virgin et bien sûr Holidays. Ce sont les titres de toute une génération qui vont venir réveiller leurs souvenirs intimes, parfois douloureux, et éclairer leur cheminement de femme. Jusqu'au bout, on se laisse surprendre, jusqu'à assister à la révélation et l'expression d'une histoire saphiste. Si, je vous le dis. Courez vite, réservez vos places pour Holidays Musical, c'est à l'Alhambra et c'est jusqu'au 28 janvier 2024. On continue avec une BD qui s'intitule, dis-nous. Walk on the White Side. Une amitié avec Candy Darling. Oui, Walk on the White Side, une amitié avec Candy Darling, une BD parue en octobre dernier aux éditions Stenkiss. Plus qu'une BD, c'est un roman illustré sur l'histoire de la première icône transgenre. Si tout le monde a en tête la chanson de Lou Reed, peu se souviennent de celle qui en a inspiré les paroles. C'est Candy Darling, une femme sensible, pleine de caractère et passionnée, devenue une icône LGBTQ+. Rêvant d'être actrice, elle devient une des premières superstars transgenres. Entrant dans le cercle intime d'Andy Warhol, elle a côtoyé John Lennon, Salvador Dali et tout le who's who de la scène intellectuelle et artistique de New York de la fin des années 60. Candy Darling, c'est aussi une pionnière LGBTQ+, fauchée dans son élan. Elle succombe d'un cancer à l'âge de 29 ans. Alors, à l'aube du 50e anniversaire de sa disparition, la parution de ce roman graphique est fait pour honorer sa mémoire. Dans ce livre, Candy Darling est accompagnée de son fidèle ami, Jeremiah Newton, qui a aussi participé au récit de cette histoire en BD. Un peu comme pour donner vie aux souvenirs. Je rappelle le titre à nos auditrices et auditeurs, Walk on the White Side, une amitié avec Candy Darling, une BD de Julian Vologe et Soren Mosda aux éditions Stenkiss. Et on va finir en musique, Annabelle. Oui, de la musique avec un jeune artiste britannique, Sam Fender. Nous sommes en 1994. Sam Fender voit le jour à North Shields au Royaume-Uni. Issu d'une famille de musiciens, il grandit au rythme des notes de Donny Hathaway, Aretha Franklin, Jeff Buckley ou Oasis. Artiste précoce, 10 ans, il commence à jouer de la guitare. À 14 ans, il écrit ses premières chansons. Sam Fender est aujourd'hui un auteur, compositeur, interprète au style rock alternatif et indie rock. Sa musique reflète souvent ses expériences personnelles et ses observations sur la société. Un jeune chanteur qui s'est fait remarquer et par les plus grands. Pour preuve, Sir Elton l'a invité dans son podcast Rocket Hour. On se met à la place de ce jeune artiste. Vous avez Elton qui vous appelle pour vous interviewer, mais c'est juste incroyable. Et en vrai, ce fut magique. Cette rencontre artistique a également été le début d'une amitié entre Elton John et Sam Fender. Ce soir, je vous propose de découvrir le titre 17 Going Under, chanson titre de son dernier album éponyme, où Sam Fender y décrit ses difficultés rencontrées à 17 ans. Une chanson qui peut être interprétée comme une histoire de passage à l'âge adulte. Excellente écoute, take care à toutes et tous. I remember the sickness was forever. I remember snuff videos, cold Septembers, the distances we covered, the fist fights on the beach, the busies round us up. Do it all again next week, an embryonic love. First time that it's scarred, embarrass yourself for someone, crying like a child. And the boy you kicked Tom's head in still bugs me now. That's the thing, it lingers and claws you when you're down. Stick around, so it can fleece you of your beauty and leave you spent when out to over.
spent my teens in rage, spiraling in silence. And I armed myself with a grin, 'cause I was always the fucking joker, buried in their humor, amongst the white noise and boys, like the room talking lads, drenched in cheap drink and snipe bags, a mirrored picture of my old man. Oh God, the kid's a damn hard, can't he chana but he looks sad. God, the kid looks so sad. Le cercle des chroniqueurs. Et nous retrouvons Valérie Beau, j'écris ton nom. Bonsoir. Alors, ce soir, donc, je vous ai parlé du film Sergent-Major Esmeyer. Alors, c'est pas forcément, alors, initialement, le genre de film après lequel je cours, mais je veux dire, je me suis laissé tenter. Alors, voici le sujet. Charles Esmeyer est un instructeur particulièrement redouté de l'armée autrichienne. Il est méprisant, humiliant. Il véhicule et défend tout ce que l'on peut détester dans la hiérarchie militaire. Clairement, il maltraite ses recrues. Tout puissant, il règne sur cet univers masculin. Mais une nouvelle recrue, Mario Farac, ne se laisse pas faire et on va dire, il fait carrément son coming out alors qu'il est agressé, il se dispute avec une jeune recrue. Et devant cette vision apparemment conservatrice du sergent-major, le fameux sergent-major Esmeyer, on découvre peu à peu qu'il n'est pas très clair et il mène une double vie. Alors, tu vas nous dire un peu ton avis sur le film. Quels sont les points forts, les points faibles selon toi ? Alors, au début, j'avoue, le film m'a fait un petit peu peur parce que je me suis dit, oulala, on va dans les clichés. Le petit quart d'heure, je me suis dit, bon, je vais quand même le regarder. Je vais en faire une chronique, il faut valoriser nos films. Et peu à peu, en fait, cette écorce, c'est pas un film d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, où on serait resté peut-être 1h30 dans cette rigueur, dans cette rudesse. Et bien, en fait, peu à peu, il y a quelque chose qui se délite dans cette rudesse. Et il y a des failles. Et au fur et à mesure, on voit les choses s'effriter. Et finalement, cet homme qui, a priori, on déteste... Eh bien, on se rend compte de son monde intérieur et ça questionne, il se questionne. Voilà. Quelle est ton opinion, autrement, sur la façon dont le film aborde la question sur l'homosexualité ?
Eh bien, alors d'abord, il y a beaucoup de poésie dans l'image. C'est un film où on va vers de la tendresse. Alors, je vous raconte pas, je veux pas trop en dire non plus. Un quasi-romantisme. Ouais. Tendresse Et dans alors- le milieu de l'armée en plus. Oui. Et alors, c'est basé sur une histoire vraie. Ouais. Donc, ce côté aussi, le réalisateur, en fait, a appris une histoire réelle dans l'armée autrichienne et il s'est dit, mais j'ai envie d'en faire un film. Ouais. Donc c'est très intéressant. Et on se rend compte aussi que finalement, dans ce milieu d'hommes et militaires où on imagine qui est très homophobe, en fait, Farag fait son coming out. Et puis, voilà, il est avec ses potes et il est presque un confident à un moment sur ces sujets-là. Enfin, on sent que le monde a quand même avancé. Et puis, il y a ce dinosaure-là, Sergent Mayer, et finalement... il doit avoir peur de lui quelque part en étant si violent parce que cette violence et cette maltraitance qu'il inflige, c'est sa peur, son homosexualité refoulée, soyons clairs. Dernière question, Valérie. Donc c'est un film qui mérite d'être vu par un large public ? Oui, alors la preuve est qu'une femme bisexuelle et qui préfère les histoires lesbiennes, s'est laissée emporter. Il faut dépasser les premières 10 minutes. Mais après, dès le début, ça commence avec un peu de poésie, par la façon de filmer, les paysages et une nature qui revient. Et oui, c'est vraiment intéressant parce que il est positif. Alors, je ne vous dis pas la fin, mais on voit quand même... et c'est tant mieux qu'au fin fond des lieux où on imagine de la violence contre les personnes gays en particulier, pas du tout. Même... la hiérarchie le menace, c'est que si jamais le fameux sergent-major s'avère être publiquement par rapport aux recrues homophobes, il sera sanctionné. Ouais. Et maintenant, tu nous emmènes, pour passer à tout à fait autre chose, au centre LGBT de Paris, Valérie. Voilà, alors j'ai eu le bonheur d'aller au vernissage d'une exposition photo, donc d'un artiste. Alors vous pouvez googliser, c'est Nikita Erfen. Et c'est un artiste qui propose une exposition qui s'appelle X-Code. Je vous dirai exactement pourquoi ce titre-là. En lisant la note de l'artiste, il nous explique. Ils, elles sont chercheurs ou chercheuses, avocats ou avocates, journalistes, médecins, enseignants ou enseignantes, artistes. Ils et elles ont tous et toutes dû quitter leur pays à cause de leurs actions sociales, ont été persécutés, menacés de mort. Les dernières années, en Russie comme dans d'autres pays de l'ancien bloc soviétique, de nombreuses lois homophobes ont été promulguées. Jugées sur leurs préférences ou orientations sexuelles, ces personnes sont considérées comme non grata dans leur propre pays. Pour beaucoup d'entre elles, la guerre en Ukraine fut comme un point de non-retour. Aujourd'hui, dans plusieurs pays post-soviétiques et en Russie en particulier, c'est l'existence même des personnes LGBTQI qui est mise en cause par l'État et par la société russe. Et ça empire de plus en plus. Entre parenthèses, qui considèrent ces orientations comme signes de liberté, jugées contraires aux valeurs traditionnelles russes. La plupart de ces personnes, donc photographiées, ont eu des destins tragiques. Jetés dehors par leur famille, trahis par leurs proches, dénoncés par leurs collègues, persécutés par le système poutinien, haïs par la société russe traditionnaliste. Elles ont toutes un point commun, cette liberté intérieure qui, aux yeux de l'État russe, les fait devenir agents de l'Occident. Gays, lesbiennes, bisexuels, trans, ils et elles trouvent refuge dans un pays européen occidental. Dans ces pays, les associations sont partie prenante pour soutenir leur parcours en les accueillant, en les hébergeant, en les aidant à obtenir leurs droits. Et ce travail est un hommage à tous les homosexuels, toutes les lesbiennes, les personnes trans et autres personnes non binaires que j'ai rencontrées dans ma vie. Voilà ce que signe ce photographe. Il nous explique également qu'il a passé au moins une journée avec chaque personne, à écouter leur vie, à recevoir le témoignage. C'est aussi tout un travail, je vais dire, d'archivage de nos mémoires. Les photos, donc, pas tout n'est exposé de son travail parce qu'il a rencontré à peu près, pour l'instant, une trentaine de personnes. Il prend le temps d'écouter et les photos, justement, ont cette magie intérieure qui révèle quelque chose de ce monde et la force, la puissance de ces personnalités est bouleversante. Pour chaque personne, là, on a le prénom et un petit résumé de parcours.
cette chronique est aussi un appel, auditeur, auditrice, mais éditeur, personnes qui pouvant favoriser les publications, vraiment, ce serait merveilleux de pouvoir prendre date, acte, et ces photos méritent vraiment d'être partagées plus largement. Donc c'est une bonne idée du centre LGBT donc, de mettre en place cette exposition donc, jusqu'au 29 décembre. Voilà, Pas exactement. plus long, parce que c'est dommage. Est-ce qu'ils peuvent... Ben, peut-être, allez-y. Ouais. Vraiment rechercher le travail de cet artiste qui s'appelle Nikita Erfen, ERPHEN. Et puis le centre LGBT, c'est un bel endroit aussi pour aller prendre un verre. Donc voilà, il y a des horaires, vérifier les heures d'ouverture, mais c'est assez large. C'est découvrir aussi les assos et prendre le temps. Alors vous pouvez aussi découvrir le travail de cet artiste. Et puis, ce sera l'occasion de le réinviter encore à d'autres expositions, de suivre son travail, on n'y manquera pas. Alors, s'il fallait opter pour le film Sergent-Major Esmeyer, qui sort le 13 décembre, ou l'exposition, tu optes pour quoi? Les deux, Samuel? Hommage au beau travail de Valérie, mais l'exposition a l'air extrêmement touchante en tout cas, donc c'est ce qui m'a, moi ça m'a l'air d'avoir plus envie qu'on aille voir l'exposition que le film. Voilà, après le film, c'est l'idée d'aller voir l'expo. Ouais, on peut faire les deux, c'est vrai. On peut aller au cinéma et après. Mais oui, il y a des cinémas à côté, c'est merveilleux. Merci Valérie. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Retour à la musique avec Anatole. Alors pour ce soir, ce n'est pas une chronique électrochoc. En effet, j'avais envie de changer un peu d'horizon et je vais peut-être continuer comme ça pour les prochains sons des fiertés. Donc avant de parler de l'artiste de ce soir, laissez-moi vous donner un peu le contexte de ce nouveau format. Je cherchais un moyen intéressant de chercher et présenter des artistes polyvalents et donc de varier un peu les genres. Et je me suis dit pourquoi pas faire des chroniques sur des artistes Bandcamp. Vous connaissez sûrement cette plateforme, concurrente de Napster et SoundCloud, mais qui a des particularités qui font que j'ai tendance à la préférer personnellement. Son interface est plaisante, permet beaucoup de liberté pour designer sa page artiste et incorpore des solutions de paiement qui permettent de favoriser le développement des artistes indépendants. Grosso modo, même sur des albums gratuits, Bandcamp offre la possibilité de faire un don à somme ouverte. La plateforme a un catalogue qui permet de naviguer entre les genres, les styles et les sorties en temps réel depuis la page d'accueil. Et enfin, il y a une activité de presse sous la forme de blogs qui mettent en avant les artistes de la plateforme. Ce qui nous amène au sujet de ce soir, Kevtown, un artiste à qui il doit son succès à la plateforme Bandcamp et à Internet de manière générale. Robin Daniel Skinner est un musicien, chanteur et compositeur britannique né le 15 septembre 1998 à Cambridge, au Royaume-Uni. De jeune âge, avec peu de moyens, il commence sa carrière musicale en publiant des vidéos de reprises et de compositions originales sur YouTube. Sa première notoriété est venue en grande partie de la plateforme en ligne, où son talent pour la composition, son style vocal unique et sa personnalité authentique ont attiré une communauté de fans dévoués. Peu à peu, et grâce à l'accès de plus en plus démocratisé pour composer et produire de la musique, Kevtown commença à créer ses propres mélodies, ses propres chansons, et commença à les sortir en album sur Bandcamp. La musique de Kevtown est souvent décrite comme du folk alternatif, mais elle est avant tout ce qu'on appelle de la bedroom pop. Comme beaucoup de pairs de sa génération, c'est une musique inspirée par les grands noms de l'alternative des années 90 et qui se conçoit dans un home studio, souvent avec le minimum de moyens, et avec un son lo-fi mais aussi une touche d'authenticité. Et cette approche do-it-yourself a renforcé son lien avec sa musique et sa base de fans. Ses chansons sont souvent caractérisées par des arrangements acoustiques, des paroles poétiques et des mélodies accrocheuses. Son approche musicale évolue, allant de la ballade douce et des morceaux plus énergiques. Kevtown a sorti plusieurs albums qui ont reçu des éloges critiques, dont Everything is Made of Clouds en 2013, Lemon Boy en 2018 et Sleepyhead en 2020. Lemon Boy en particulier a été un succès, attirant une attention significative grâce à des singles comme Green et Fool. Ces albums reflètent la croissance artistique de Kevtown et sa capacité à toucher un large public. Les paroles des chansons de Kevtown sont souvent introspectives et poétiques, abordant des thèmes tels que l'amour, l'identité, la croissance personnelle et la santé mentale. Sa capacité à communiquer des émotions complexes à travers ses textes a contribué à établir une connexion profonde avec son public, notamment vis-à-vis de son expérience personnelle. En effet, Kevtown est ouvertement gay et a expliqué à plusieurs fois qu'il pensait être dans le spectre de l'aromantisme et de la sexualité. Son honnêteté et son ouverture ont fait de lui une figure importante pour ses fans, en particulier ceux qui se sentent représentés dans sa musique.
On sent dans ses compositions une atmosphère chaleureuse et apaisante. Sa page Bandcamp est sur un fond de feuilles de buissons et sur son profil on peut lire « I'm gonna make music forever ». Même sans être un grand fan de folk, j'ai été présent au début de Cavetown et j'ai suivi sa carrière. Son album Lemon Boy a contribué à la popularité de Bandcamp et fait partie des albums phares qui ont construit l'univers de la bedroom pop et donc qui ont révolutionné la musique indépendante. J'ai un profond respect pour cet artiste et je souhaite aussi qu'il puisse continuer à nous chanter son univers ad vitam aeternam. Je vous invite donc à le découvrir si ce n'est pas déjà fait, notamment en écoutant le single Home, l'un des morceaux les plus poignants qu'il ait composé, ou encore, comme je viens de le dire, avec l'album Lemon Boy, dont je vous propose d'ailleurs d'écouter pour ce soir le morceau Big Ball in the Sky. This one's for my best friend. We never spoke a word, but the way he looked into my eyes, I knew he understood. Grabbing on so tight, like nothing matters more. My handsome little scaly guy, my pretty baby boy. And I don't wanna have to miss you, I don't wanna have to say goodbye, I don't wanna have to leave you till the big ball in the sky. So lucky that you were mine. Put your peaches on for one last time, and I'm really gonna miss you. Rest easy, little guy. Rushing home from school, couldn't stand to be alone. But this year I had someone there. With you I had a home. If I'm friends with everyone or have nobody at all, you help me see that either way there's a place where I belong. And I don't wanna have to miss you, I don't wanna have to say goodbye, I don't wanna have to leave you to the big ball in the sky. Though it's crushing down on me, we both know it's what you need, but I'm really gonna miss you. So rest easy, buddy. Yeah, I'm really gonna miss you. Rest easy for me. Micro, le cercle des chroniqueurs. Au-delà du score, Samuel, aujourd'hui tu viens nous parler d'Aravan Redzai, joueuse de tennis de 36 ans. Tout à fait. Dimanche, Aravan Redzai remportait son premier match professionnel en 2023, le premier depuis septembre 2021, face à une jeune Française de 19 ans. On note l'écart d'âge assez conséquent. 445e mondiale qui s'appelle Nina Berecoechea au tournoi WTA 125 de Limoges. Juste pour vous situer, c'est une catégorie de tournoi qui accueille des joueuses qui sont dans le top 100. Cela peut paraître anodin, mais c'est un exploit et une étape très importante dans la recherche du temps perdu d'Aravan Redzai. Car oui, cette joueuse de 36 ans, aujourd'hui, a été une très grande tenniswoman. En 2010, elle atteignait le 14e rang mondial en remportant le Masters 1000 de Madrid et en battant Venus Williams en finale. Rien que ça. Sauf qu'ensuite, l'histoire s'est gâtée et depuis 2013, elle n'a pas joué un match sur ce qu'on appelle le circuit principal. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement chez cette joueur qui a été quand même assez haut quelque part, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous? Alors, Aravan Redzai, elle a démarré sa carrière aux côtés de sa famille, donc elle avait son père comme entraîneur principal, sa mère qui les suivait et son frère comme sparring partner.
Sauf que ça a été probablement l'un des déclencheurs du déclin de la jeune prodige. Son père avait des pratiques très peu communes. Déjà, il a été en conflit avec la Fédération française de tennis, qui a privé la jeune joueuse qu'elle était à l'époque des subventions dont elle avait le droit pour l'accompagner sur le circuit, qui est particulièrement difficile économiquement et surtout pour les jeunes joueurs qui arrivent sur le circuit principal. Alors qu'elle était 60e mondiale au classement ATP, au classement WTA, c'est le classement où on commence à bien gagner sa vie en tant que joueur ou joueuse de tennis professionnel. Son père lui faisait faire les déplacements de tournoi en tournoi. Il pouvait aller de Paris à Stuttgart, de Stuttgart à Moscou, de Moscou à Zurich, de Zurich à Amsterdam en 4 semaines, et tout ça dans une fourgonnette pour éviter de payer les avions comme les autres joueurs et les autres joueuses professionnelles. Une fourgonnette, bien moins confort que l'avion. C'est sûr que c'est bien moins confort que l'avion. Alors, en l'occurrence, on pourrait dire qu'elle avait une empreinte carbone un peu moins importante que ses consoeurs et confrères, mais elle avait des conditions bien moins bourgeoises, on dira. Il dormait dedans, il mangeait dedans, et ce qui à terme peut évidemment réduire le niveau de performance pour une sportive de très haut niveau. Aussi, son père lui a refusé des entraîneurs, des préparateurs physiques, des agents qui peuvent être des agents principaux pour la réussite d'un joueur ou d'une joueuse de tennis professionnelle. Il se comparait lui au père des sœurs Williams, Serena et Venus, mais il n'a malheureusement pas eu le même succès. Et pour pousser encore un peu plus, son père cachait avec une bombe de tag les marques sur les vêtements de sa fille afin d'éviter de faire de la pub aux marques qu'il a lui-même refusé comme sponsor. Et comment était leur relation ? Alors, on pourrait croire que c'était folklorique, mais alors au début, lors de la publication du documentaire de Stade 2 en 2006, où on a toutes les infos que je vous ai présentées, Aravan avait à peine 19 ans et elle semblait convaincue du bon fonctionnement de ce système. Mais quelques années plus tard, leur relation est devenue terrible. En 2011, elle a porté plainte contre lui pour menaces de mort, violence volontaire et harcèlement moral. On parle même aussi d'extorsion de fonds. Alors, s'il n'y a pas eu de suite à ça, Aravan Reza et son père ont retenté en vain une nouvelle collaboration entraîneur-joueuse en 2021. Mais maintenant, elle est accompagnée par un coach qui est aussi son conjoint et elle tente de revenir au très haut niveau. Alors, est-ce qu'il existe des tentatives de retour du même type qui ont eu du succès, Samuel ? Alors, franchement, il en existe quelques-unes, mais elles sont assez rares. Chez les femmes, on a la Suissesse Martina Hingis qui a eu 3 retraites dans sa carrière. Alors, la première en 2003, 7 ans après le début de sa carrière professionnelle, pour cause de trop nombreuses blessures. Elle a fait un retour gagnant en 2006 où elle a gagné 3 titres avant d'être suspendue pour 2 ans après avoir été testée positive à la cocaïne. Et elle a fait un nouveau retour 6 ans plus tard, mais là elle s'est focalisée sur le circuit du double qui est quand même moins physique et moins impactant pour le corps. On a Tatiana Golovin qui a, elle, tenté sa chance après 11 ans d'arrêt avec un peu moins de réussite parce qu'elle a effectué qu'un seul match, perdu 6-1, 6-0. Et chez les hommes, on peut noter par contre le retour gagnant de Jules Marie qui avait pris sa retraite il y a 8 ans et tenté un retour 6 ans plus tard. Et il vient officiellement de dépasser son meilleur classement en carrière. Donc il participera à l'Open d'Australie en janvier prochain. Et alors, quelle est la suite pour Aravan Reza ? Dis-nous. Alors, après s'être donc brillamment qualifiée pour le tableau principal du tournoi Limoujo, elle jouera un 16e de finale contre une autre Française, Audrey Albier, 321e mondiale. Une victoire représenterait donc un nouvel exploit, mais le talent ne disparaît pas, alors pourquoi pas. Elle a l'air motivée et prête à réussir pour revenir dans les tournois du Grand Chelem. Mais moi, j'ai un peu envie de dire, peu importe les victoires, si son retour n'est pas aussi beau qu'elle l'espère, si jamais elle arrive finalement à cet objectif de se qualifier pour les Grands Chelems, ou même si elle parvient finalement au but ultime, ou même c'était plutôt celui de son père, d'être un jour numéro 1 mondial, le plus important pour Aravan Reza est qu'elle trouve aujourd'hui son plaisir dans la recherche de son temps perdu. Oui. C'est une femme qui vit en Île-de-France. En Île-de-France, hein. Grande joueuse, Valérie. Oui, mais il y a vraiment des fous furieux partout. J'espère que maintenant, justement, elle va profiter d'un nouveau confort. J'espère aussi pour elle. Alors, 36 ans, c'est tard pour un retour sur le circuit, surtout quand tu n'as pas joué beaucoup de matchs entre 2015 et 2023. Et en 8 ans, elle a joué une vingtaine de matchs, je pense, sur le circuit, ce qui est minime. Donc, elle était très talentueuse. À 19 ans, elle était 60e mondiale, c'est assez rare. Maintenant, voir jusqu'où elle peut aller. C'est pour ça que je dis, peu importe si elle arrive au but ultime qu'elle a envie d'atteindre, le plus important, c'est qu'elle trouve son plaisir là-dedans. En fait. Bien sûr. Quelle force aussi psychologique pour une joueuse comme ça, donc d'en arriver là et d'être avec tout ce qu'elle a vécu avec son père, cette autorité un peu malsaine, je dirais. Est-ce qu'on pourrait la voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire en fait après le tennis? Est-ce que d'après toi elle restera, elle pourra entraîner c'est sûr qu'elle pourra entraîner. Enfin, je ne sais pas si elle en aura envie. Après, il faut qu'elle soit passionnée. C'est déjà très difficile de maintenir un haut niveau pendant longtemps. Alors là, elle a eu des pauses qui lui ont peut-être fait du bien. Je ne sais pas. Moi, j'ai déjà discuté avec elle. Elle m'a déjà parlé de sa difficulté à être passionnée tout le temps sur le court.
On sait que c'est compliqué maintenant. Peut-être qu'elle pourra entraîner, peut-être qu'elle pourra faire de la préparation physique ou faire complètement autre chose après. C'est fou quand même ces histoires. Moi, lorsque j'entends parler tennis, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser à Martina Navratilova. Ah oui, bien sûr. Et parce que c'est une femme qui a quand même, moi je trouve, influencé le cours de nos vies, en tous les cas la mienne, puisque c'est la première fois où j'ai lu dans un journal local. J'étais très jeune et j'ai vu le mot lesbienne et je me suis dit, ah oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux personnes LGBT, aux femmes dans le tennis, est-ce que après on a eu, voilà, est-ce qu'il y a encore de grands coming out Il y en a une qui s'appelle Daria Kasatkina, qui est une joueuse russe. On parlait tout à l'heure de la difficulté dans ce pays, mais elle a fait son coming out et ça s'est très bien passé pour elle. Enfin, elle est très soutenue sur le circuit. Elle est dans le top 30 mondial, donc c'est une joueuse extrêmement importante du circuit féminin du tennis. Et elle est très soutenue et elle a aussi eu des problèmes avec la guerre Russie-Ukraine où des joueuses refusaient de se serrer la main, mais elle a toujours été dans l'accompagnement des joueuses ukrainiennes dans leur démarche de ne pas se serrer la main pour éviter les photos politiques, etc. Donc elle est très engagée politiquement, cette joueuse. Elle va peut-être plus trop en Russie. Je pense pas qu'elle a été en Russie. Pour elle. Effectivement. Et d'après ta dernière question, quel est le sport qui rend plus facilement visible les personnes homo, lesbiennes, gays? C'est difficile parce que je dirais que c'est les sports les moins populaires en fait finalement. Bon, dans le tennis, ça se passe assez bien. Il y a eu plusieurs, on en avait parlé, Daria Kasatkina, Mélie Mauresmo, Navratilova, ça fait quand même plusieurs joueuses qui ont fait leur coming out. Mais les sports, je pense, un peu moins populaires, qui représentent le moins de gens finalement. Peut-être que c'est le plus simple. Effectivement. Merci, c'était un plaisir d'être à vos côtés ce soir. À bientôt Samuel. À bientôt. Merci Valérie. À très vite. À très vite. Au revoir à nos amis réalisateurs Anatole et Nathan. C'est fini pour ce soir. À bientôt pour une prochaine et dernière émission de l'année. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.